Bonjour Céla Bouriou. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Semaine de tous les dangers à l'Assemblée nationale avec l'examen du budget. Et la journée d'hier a été marquée par cet amendement surprise de dernière minute du gouvernement sur la surtaxe des bénéfices des très grandes entreprises. 6 milliards d'euros de contributions prévues contre 4 qui étaient initialement dans le budget. On a du mal tout de même à imaginer l'atterrissage avec les économies nécessaires qu'il faudra réaliser in fine. C'est toute la difficulté de l'exercice que nous essayons de faire. Cette surtaxe, elle avait été créée l'an dernier par Michel Barnier à 8 milliards. Cette année, nous avions, dans le projet gouvernemental, ramené à 4 milliards. Le week-end dernier, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été produits et votés de la France Insoumise au RN, en passant par certains députés du bloc central, qui notamment a refusé de stabiliser le barème de l'impôt sur le revenu. Ça coûte 2 milliards. La défiscalisation des heures supplémentaires total, c'est 1 milliard. Donc c'est 3 milliards de recettes en moins. À un moment, quand on veut être sérieux, il faut trouver une équation budgétaire et une stabilisation budgétaire. À l'heure où les grands patrons s'inquiètent, c'est pas Oui, mais je pense que la plus grande inquiétude qu'elle a à l'heure, à juste titre, c'est l'inquiétude politique et l'instabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas investir, ils n'ont aucune perspective, ils attendent du jour au lendemain des choses qui ne viennent pas. Et donc je pense que c'est un élément. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut procéder au matraquage fiscal. Mais je rappelle que l'an dernier, nous étions à 8 milliards. Et sur le plan politique, c'est intéressant parce que quand on regarde ce vote dans le détail, le groupe d'Édouard Philippe, Horizon, qui est votre allié, vote contre. Gabriel Attal, président du parti présidentiel, vote contre. Et vous votez pour. Si dans une assemblée déjà aussi divisée, le bloc central lui-même n'arrive pas à se mettre d'accord, là aussi c'est mal embarqué. Mais c'est une des difficultés devant laquelle on est, c'est-à-dire que chacun essaie de montrer ce qu'il est, de porter son drapeau et de ne pas bouger d'une seule ligne. Mais valable. Vous vous coordonnez. Attendez, oui, on essaie de se coordonner. Après, on peut avoir des votes différents, mais c'est valable à la fois chez les socialistes, c'est valable chez les LR et c'est valable dans le bloc central. J'appelle d'une certaine façon chacun a la raison, parce que si chacun dit moi c'est mon drapeau, je ne bougerai pas de mon drapeau, et chacun en fait fait réémerger des lignes rouges en faisant semblant de chercher un compromis, à la fin on n'y arrive pas. Et c'est ce qui s'est passé le week-end dernier. La revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, y compris pour les tranches les plus élevées, c'est-à-dire des gens qui gagnent 15 000 euros par mois, ce qui n'est quand même pas un salaire tout à fait commun, on va dire les choses. Voté par les LFI, voté par une partie du groupe EPR, et pas voté par nous ni par le Parti Socialiste, on voit bien qu'il y a des lignes qui bougent trop pour qu'on arrive à essayer de stabiliser les choses. Je pense qu'il y a une voie. Mais cette voie, ça nécessite que chacun essaye de dire où est-ce que peuvent être les bases d'un compromis et pas essayer simplement de porter son drapeau. Je voudrais vous faire écouter Boris Vallaud à propos des lignes rouges, justement, patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Écoutez-le. S'il n'y a pas une taxe Zuckman ou des propositions que nous avons formulées, s'il n'y a pas une taxation des hauts patrimoines, une mise à contribution des très grandes entreprises, eh bien oui, plus rien ne sera possible. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin aux membres du Parti socialiste ? Je reconnais une forme de lassitude chez nous à écouter parfois chaque heure et chaque week-end des oukases et des ultimatums de cette nature-là. Est-ce qu'il y a une taxe sur les hauts patrimoines ou les plus hauts revenus ? La réponse est oui, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. Est-ce qu'il y a une taxe sur les entreprises ? On vient d'en parler, c'était hier. Est-ce qu'on peut essayer de regarder si on a de la recette supplémentaire qui viennent être demandées sur ceux qui ont les plus grands... comment dirais-je, les plus grandes fortunes, pas de difficulté. Mais on ne peut pas à chaque fois venir nous brandir ou la taxe Zuckman ou autre chose. La taxe Zuckman, on a l'impression que ça va résoudre tous les problèmes. Alors ça résout les problèmes du déficit, ça résout les problèmes des besoins en termes de dépenses sur l'écologie. Bientôt, on va nous expliquer que c'est bon pour la lutte contre les cheveux et que ça guérit les écrouelles. Sur le Parti socialiste, concrètement, ce matin, vous leur dites que ça suffit ? Non, je ne dis pas ça suffit. Je dis, si on pouvait regarder posément ce que sont les bases de ce qu'ils avaient demandé. Ils avaient demandé un certain nombre de choses qui sont sur la table. Ils avaient demandé la suspension des retraites, ça y est. Ils avaient demandé pas de 49 mois, ça y est. Ils avaient demandé... Attendez, je finis. Ils avaient demandé la contribution des plus hauts revenus, ça y est. Essayons de trouver un équilibre et arrêtons tous les matins et en cours de route de rajouter des choses. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà sur la table. Les éléments sur la contribution des patrimoines, ça sera probablement pas mercredi, mais probablement plutôt vendredi. Parlons-en, mais arrêtons à chaque fois de dire si, parce que au bout du compte, en plus, le Parti socialiste dit « je ne voterai pas ce budget ». C'est-à-dire qu'il demande un compromis, il menace d'une censure et il dit « si au bout, vous ne me donnez pas ça, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est plutôt inquiétant, on ne votera pas le budget ». C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leur part de ce qui doit être assumé. Très rapidement, au fond, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils tiennent un double discours ? C'est-à-dire qu'ils négocient en coulisses avec vous et que publiquement, D'abord, on négocie pas. Enfin, la question n'est pas... Tout le monde dit qu'il y a des magouilles, ils négocient en coulisses. On ne négocie pas en coulisses, on se parle, on est au Parlement.
on se parle au Parlement. C'est quand même la base des choses. Donc c'est normal qu'on se parle avec les socialistes comme on se parle avec d'autres, d'ailleurs. Donc je ne crois pas que ce soit une question de double discours. Mais il y a un moment, quand on négocie, quand on est à la recherche du compromis, il faut prendre d'une certaine façon ce qu'on a acquis, le dire, le montrer, parce qu'on va pas le faire pour les socialistes, dire nous ce qu'on a accepté aussi, mais c'est la part du compromis. Et donc je ne crois pas qu'il y ait une affaire de double jeu. On voit bien qu'il y a une affaire d'embarquer aussi les écologistes, d'embarquer aussi d'autres élus de gauche, mais chacun doit faire sa part du chemin, sinon nous n'y arriverons pas. Sur le fond, sur la taxe Zuckman allégée, version light, vous signez ? Mais je viens de vous dire ce que je pense de la taxe Zuckman, c'est-à-dire qu'on a inventé quelque chose. Alors il y a autant d'économistes que de constitutionnalistes. Mais vous avez bien vu leur... que de sélectionneurs de football en France. Donc M. Zuckman n'a peut-être pas raison. Et je répète, ça ne guérit pas toutes les plaies de France. On va nous expliquer bientôt. Vous cherchez l'être aimé, il faut la taxe Zuckman. Donc il faut qu'on soit un peu raisonnable. Qu'il y ait besoin de faire contribuer les patrimoines les plus élevés, oui. C'est pas forcément la Zuckman. Je rappelle qu'on nous avait expliqué, c'est 100 millions d'euros, c'est des très grosses fortunes. Maintenant, on est à 10. On nous avait expliqué, c'est 2%. Maintenant, on est à 3. Enfin, il y a quelque chose qui donne le sentiment que ça n'est pas très cohérent. Mais qu'on retravaille avec les socialistes, et là je peux être d'accord avec Boris Vallaud, sur quelque chose qui mette à contribution pour dégager des marges de manœuvre, pour que sur un certain nombre de réductions de dépenses, on puisse faire différemment les efforts. D'ailleurs, c'est partagé par un certain nombre de groupes, y compris du Bloc central, oui. Mais je le répète, on ne pourra pas s'abstraire de la question de réduire les dépenses dans ce pays. Ça ne peut pas être à chaque fois qu'on est face au mur de la dépense, dire on met le mur de la fiscalité. Sur la méthode, considérez-vous avec le recul que l'abandon du 49.3 était une erreur ? Mais je ne considère pas avec le recul, parce que sans recul, j'avais déjà dit que je pensais qu'il y avait une part de risque. Parce que le 49.3, ça permettait d'acter des accords et des désaccords, et après que chacun aille en conscience dire j'accepte ou j'accepte pas par la chute du gouvernement ou pas. Et on voit bien qu'on n'est pas rodé à cet exercice du dialogue, du compromis, de la façon de l'exprimer, de porter son identité sans se dévoyer et en même temps d'accepter l'identité des autres. Donc je l'ai dit à la tribune, après le discours de politique générale du Premier ministre, j'ai dit qu'il y avait un risque dans le 49.3, parce que ça nécessitait d'être mûr, collectivement, démocratiquement, pour essayer de dialoguer. Je constate, mais je dis collectivement, je me mets dedans aussi, parce que chacun doit faire sa part. Merci beaucoup Marc Fesneau, merci à Céla Bougriou.